Bonjour à tous, nous sommes le 26 janvier en France à l'heure où j'enregistre. Nous allons étudier le classement de 21h ETC de ce Vendée Globe pour ce finish dantesque que nous n'avons jamais encore vu sur un Vendée Globe. J'ai remis le ciré parce qu'on se rapproche des côtes de la France et qu'il fait froid chez vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures? C'est ça qu'on va étudier. On va étudier ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures, quelles sont les options qui s'offrent aux différents concurrents, à quel point le classement est serré, et puis aussi regarder qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que les bateaux ont évolué par rapport au routage que nous avions prévu hier. Nous allons aussi faire une étude intéressante par rapport à comparatif entre le routage fait par un professionnel qui a été fait, qui a été publié, qui va être publié par Le Monde demain et qui a été publié sur Twitter. Et sur certaines choses on s'accorde et sur d'autres nos logiciels sont pas tout à fait d'accord et on va essayer de discuter un petit peu comment est-ce qu'on peut arriver à des résultats différents entre lui et moi, hein. Même s'il y a quand même, de manière générale, je trouve que les résultats sont quand même consistants. Petit mot d'ailleurs là-dessus, ça fait plusieurs jours que certains articles publient quelques podiums, articles très sérieux qui font affaire à des professionnels pour avoir accès à ces informations-là, de savoir quel est le podium préliminaire. Et c'est la même chose que ce qu'on voit depuis les derniers jours. On voit que les résultats que j'ai obtenus sont assez stables. Et bon, ça me rend toujours très heureux, même si au final, hein, ce que je fais, c'est cliquer sur 3 boutons. Hein, faut pas croire. On fait une analyse derrière, mais au final, on utilise un logiciel. Donc, trêve de détour, on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, en tête de classement ici, nous avons les 3 bateaux, les candidats au podium en fait, hein, ce sont vraiment les plus, en termes de scratch, ce sont les bateaux attendus comme étant les premiers. Ils sont en train de tirer des bords, donc on peut regarder, c'est très très fin en détail. On peut voir par exemple que la route ici de Louis de Burton, quand il a commencé à faire une bonne route qui s'infléchissait vers la route directe, d'accord. Et puis il a rencontré des vents qui tournaient légèrement, de plus en plus qui l'amenaient pas au bon endroit, hein, contraire un peu, ou en tout cas pas aussi bien orienté. Et il a fait un empannage. Alors le timing de ces empannages-là est très important. Il y a quand même des milles à se faire. Et c'est un peu là-dessus que chaque marin vise, trouver les bonnes bascules de vent. Ce qu'on appelle les bascules, c'est à quel moment le vent change de direction. On peut voir que c'est des fois parfois assez progressif et des fois un peu moins. Par exemple, ici, sur cette courbe-là, on voit à quel point c'était pas très progressif. Il a fait une belle aile de mouette. Il a viré assez tôt et juste avant que les vents tournent de manière assez... c'était à l'aller, pardon, mais bon, ça montre un peu l'exemple de passage de vent, de changement d'angle de vent qui peuvent arriver plus ou moins rapidement. Donc chaque marin est en train d'optimiser les trajectoires basées sur les prévisions, les modèles météo qu'on observe là, mais aussi sur ce qui se passe en réalité, parce que c'est pas toujours calé au bon moment. À l'arrière, on peut regarder. Alors on voit les 2 bateaux ici qui sont en fait même, je dirais qu'il y a 4 bateaux ici qui sont partis sur une option nord. On va le voir sur le routage que c'est vraiment une option très différente de trajectoire que j'attends par rapport à ces 2 bateaux en fait. Et puis nous avons les bateaux à l'arrière ici, qui vont faire une trajectoire assez différente des autres parce qu'ils vont être plus proches de cette dépression, pardon, qui va leur avoir apporté des vents angulés plus à l'ouest. Le vent va tourner du sud vers l'ouest, et puis finalement nord après l'arrivée, lorsque la dépression aura passé. Et donc Jean Le Cam a plutôt bien marché, même s'il a un petit peu perdu de temps par rapport à ce qu'il avait fait hier, qui était excellent. Et je pense qu'il est un petit peu gêné par le passage des îles des Açores, il a dû prolonger un petit peu sa route pour essayer de trouver un passage bien clair entre les îles principales. Donc ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur ces dernières 24 heures, pardon. On va regarder un petit peu des routages par rapport à hier. Le plus important, je pense, c'est la route de Bureau-Vallée 2, sa capacité à extraire le meilleur de son bateau, comparé à Apivia. Les 2 isochrones sont parfaitement alignés. Hier, on avait vu qu'ils étaient à égalité. Et que donc, comme j'utilise les mêmes routes, les mêmes polaires pour les 2 bateaux, qui sont pas tout à fait de même génération, hein, il y a quand même des différences, une fois qu'ils sont à égalité, les résultats nous donnent un routage qui nous amène à un moment, sachant qu'en plus leurs routes convergent. Et on voit que Apivia a réussi à battre légèrement la polaire prévue que j'utilise, tandis que Bureau-Vallée 2, Louis Burton, n'a pas réussi à le faire. Ça tient principalement au fait que Apivia a pu faire un long bord sur son foil valide, et dans ces conditions, avec son foil valide, il va plus vite que le bateau de Louis Burton, qui est d'ancienne génération, un foiler à petit foil. Par contre, j'ai observé, ça c'est empirique,
que lorsqu'il est sur son mauvais foil, il a tendance à aller plutôt légèrement plus lentement que Louis Burton. Et pour Thomas Ruyant sur Linked qui a le même côté de foil cassé, mais qui est beaucoup plus endommagé, hein, lui il a plus du tout de foil sur le côté bâbord, et il est par contre nettement plus lent, sensiblement plus lent. Alors si je vous dis c'est en pourcentage, ça fait pas beaucoup, mais à peu près 5% je dirais, plus lent que sur l'autre bord, là où il est favorable. Il y a moins de différence pour Charlie Dalin, et c'est important parce qu'on va voir que son routage lui offre la possibilité, et c'est celui qui est placé le plus sud en fait, et je pense que c'est parce qu'il veut être sûr d'utiliser le plus possible son foil valide. Et donc ça c'est intéressant, en tout cas je trouve que c'est quelque chose à souligner. Enfin, on peut regarder les bateaux un peu derrière. Nous avons Maître Coq ici qui est un peu en retard sur sa polaire qui est ici, et quand même de manière assez significative. Attendez, on va faire une petite pause, on va vérifier. Effectivement, c'est bien ça. Donc Maître Coq, ça, en isochrone est ici, il est pas mal en retard sur les dernières 24 heures. Et puis nous avons Thomas Ruyant qui est aussi en retard, et donc c'est l'option nord qui a été un petit peu ralentie pour le moment par rapport à ce qui était prévu. Nous avons Jean Le Cam qui, dans lequel j'utilise une polaire qui est pas tout à fait adaptée, qui est un peu plus lente que celle des foilers, pardon, mais qui est pas parfaite à mon avis. Et lui, il est pas très loin, 3h30 en retard par rapport à la polaire que j'utilise. Ça fait 2 jours qu'il est un peu en retard. Par contre, j'ai déjà vu dans des conditions similaires le battre, donc c'est pas, je pense pas que ma polaire soit complètement faux. C'est 3 heures, bon, ça représente 10% d'erreur, c'est à peu près ce que j'ai, c'est pas mal. Donc je zoome sur les 3 premiers qui sont donc les candidats au podium en scratch, c'est Apivia, Bureau Valley 2 et Sea Explorer, donc Boris Herman ici, Charlie Dalin et Louis Burton. On peut voir qu'il y a des différences de route entre les 3 en fait. Les 2 bateaux les plus au sud ont plutôt une option à passer, en tout cas la route théorique parfaite, la route théorique idéale passe pas mal proche des côtes de l'Espagne, tandis que a priori Bureau Valley 2 a plutôt intérêt à monter très au nord pour prendre le vent de la dépression qu'on va voir, qui va le pousser sur une route directe. C'est un peu les 2 options et c'est ce que a été publié par un professionnel qui va être publié dans le Monde demain, je crois. Dans la journée dans laquelle vous allez regarder en fait. Et par contre, donc l'avantage pour Apivia, j'en avais parlé de son foil valide. Hein. Son foil valide, c'est lorsqu'il est sur ce bord-là, qui monte comme ça, puis là il est pas sur son bord valide, là il est sur son bord valide, là il est handicapé, et puis il finirait sur une longue bord comme ceci, dans le vent le plus fort, hein, qui lui permettra de finir quasiment la route. À la fin, il reste plus beaucoup, donc bon, ça joue moins en termes de différence de vitesse. Donc c'est un avantage par rapport à me passer plus au nord. Donc ceci dit, le tunnel est quand même un petit peu plus grand que ce qu'on paraît. Si on regarde un petit peu l'isochrones de ces 3 bateaux, on peut voir que pour Bureau Valley 2, qui est très au nord, il a quand même une option beaucoup plus large. On peut voir que l'isochrone est à peu près quasiment une droite, qui est perpendiculaire avec la destination. Donc toute cette région-là est à peu près identique a priori à ce moment-là pour se placer le mieux possible pour les sables. Ceci dit, un peu plus tard, bon, c'est pas tout à fait aussi vrai. C'est pour ça que pour Bureau Valley 2, c'est peut-être intéressant de remonter vers le nord. Mais pour Charlie Dalin et Boris Herman, le tunnel est assez grand dans cette zone-là et ils vont pouvoir manœuvrer un peu mieux en fonction des vents qu'ils voient, qu'ils observent sur place et notamment des nuages qui sont très importants en mer, qui influencent beaucoup le vent. Donc, je m'attends à ce que quand même Charlie Dalin presse plutôt une option plutôt sud, reste proche des côtes de l'Espagne, pour pouvoir finir sur un bord très valide, sur le bord valide ou lequel il peut faire plus de vitesse, parce que quand il attend un peu, voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, tout devient jaune, c'est la dépression qui arrive par derrière qui va prendre les leaders et leur amener à bon flux. Il vaut mieux dans ces conditions utiliser au maximum son foil valide et finir en beauté, j'allais dire, avec le meilleur vent sur le meilleur bord. Ça me semble important. Par contre, lorsque vous allez, c'est en ce moment, hein, moi donc là je route un petit peu plus tard que 21h UTC, donc on peut voir que si leur position 21h UTC est ici, le logiciel estime qu'ils sont placés au croisement entre l'isochrone noir que vous voyez ici et leur route de chacun. Donc c'est l'estimé. Et si vous regardez, ils commencent tout juste à trouver le mou, le vent faible qu'on avait parlé il y a 2 jours et hier, qui sont entre ces 2 dépressions. Donc il y en a une qui s'échappe là et il y en a une autre qui va arriver. Donc, ça a une conséquence pour la suite parce que c'est dans cette zone-là où les classements, les marins peuvent gagner ou perdre beaucoup de milles par rapport aux autres. Il y a des effets locaux qui peuvent apporter beaucoup de vent ou pas du tout. Et à ce jeu-là, Charlie Dalin a toujours été exceptionnellement bon sur tout le vent des globes.
Et en plus de ça, il a fait une excellente journée par rapport à ses concurrents. Il les a battus d'une vingtaine de mille, un peu plus peut-être par rapport à Bureau Valley 2. Bon, le classement est un petit peu trompeur un peu des fois. Mais donc, ça le met en position d'avantage à ce niveau-là. Il a pris des 1000 d'avance. Il est candidat à finir premier en scratch. Et c'est dans ces zones-là qu'historiquement, il s'en est toujours extrêmement bien sorti. En sachant que pour lui, la difficulté supplémentaire, c'est que s'il trouve du vent, il a intérêt à le trouver du bon bord. Sinon, il va pas en profiter autant. Donc ça rajoute une certaine complexité à prévoir ses routes. Donc, durant la journée de demain, on va vérifier ça, mais ça, tout le 26, ceux qui sont à l'arrière vont se retrouver dans cette zone de vent pas très fort en moyenne, 11 à 15 nœuds de vent en fonction des régions, hein, parfois un peu mieux, parfois un peu moins. Et par contre, ceux qui sont à l'arrière, comme donc là, on voit, je n'ai pas marqué, je sais pas qui est là, peut-être Yes We Cam, je vais. Voilà, j'ai relancé, excuse-moi le manque de préparation des fois, il est un peu tard. Donc ça, c'est Jean Le Cam, qui est un des marins à l'arrière quand même de ce groupe et 8e, et qui navigue quand même assez vite dans son bateau. Non-foiler, on voit que pendant que les marins de tête vont dans le ventre mou entre ces deux dépressions, lui va avancer avec un très bon flux et dans la bonne direction qui l'amène. Si vous regardez la trajectoire, une fois qu'il aura remonté vers le nord, il va pouvoir continuer quasiment sur un seul bord jusqu'à l'arrivée. Et ça lui donne un avantage quand même certain, non seulement parce que ça lui fait moins de manœuvres qui prend du temps, ce qui est fatigant, mais a priori, ça lui fait une distance plus courte quand même. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a une certaine compression attendue demain. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez rafraîchir le classement, je m'attends à ce que ceux qui sont à l'arrière rattrapent ceux qui sont à l'avant. Ce sera pas suffisant pour les dépasser, hein, on s'attend, mais c'est très important parce que pour ceux qui sont compensés, donc Maître Coq et Jean Le Cam, qui sont pas en tête, ils vont profiter de ces conditions météo très favorables sur l'arrivée pour gagner des places virtuelles. C'est tout à fait ce qu'on attendait sur les derniers jours, et ça a une influence importante sur quand on va comparer par rapport à ce qui a été fait par le professionnel là-dessus. J'ai des petites différences. Mais en tout cas, donc c'est demain que les différences vont beaucoup jouer sur que le classement va se resserrer, oui. Et enfin, on voit qu'il y a quand même, je dirais pour conclure, deux grandes options entre le sud ici qu'on a vu et celui de Bureau Valley 2 qui passe au nord, avec Maître Coq et Lingtap qui sont attendus à faire cette route. Ils ont pris l'option nord déjà, hein, donc ils vont prendre cette option-là et se faire pousser par des vents favorables dans une trajectoire très directe ici. Rien n'est complètement joué, surtout vu la journée du 26 qui va être critique. Suivez cette journée-là, c'est là que des milles peuvent être pris beaucoup. Alors je vous entends tous crier, le tableau, le tableau, le tableau, et j'ai des problèmes, voilà. J'ai donc mis à jour un peu le tableau parce qu'on m'a demandé de marquer les écarts directement disponibles par rapport à, pour que ce soit pas calculé, c'est plus facile. Donc j'ai mis les écarts ici versus celui qui est juste devant lui à l'arrivée, et puis les écarts avec le leader, donc l'écart par rapport à l'arrivée. Donc Apivia est attendu comme étant le seul bateau, a priori, sur mon routage, comme arrivant le 27, assez tard en soirée. Je m'attends à ce qu'effectivement la polaire de Apivia soit un peu pessimiste de mon côté. Elle est très légèrement optimiste à mon avis lorsqu'il est sur le bord défavorable, mais pessimiste lorsqu'il est sur le bord favorable. Il va plus vite que ce que ma polaire dit. Bureau Valley 2, lui, par contre, est beaucoup plus proche de ma polaire théorique et je m'attends à ce que son arrivée soit plus proche de celle que j'ai calculée. Donc, on a vu hier qu'il y avait 5 minutes d'écart, ce qui explique pourquoi tout d'un coup, il y a 2h30, c'est les 2h30 que Apivia a fait en différence par rapport à aujourd'hui. C'est tout. Il n'y a pas plus que ça, ce qui veut dire qu'en ce moment, c'est 1 pour 1. Ce que vous gagnez en 1000, c'est ce que vous gagnez à l'arrivée, à peu près. Alors, il va y avoir des petites différences, mais ça va pas jouer beaucoup parce qu'ils sont tellement proches de l'arrivée qu'il n'y a plus le temps d'avoir des conditions météo différentes. Et c'est pour ça qu'en ce moment, les marins sont extrêmement tendus. J'en mentionnerai un petit mot après parce que je me suis levé ce matin en me disant, en me mettant à leur place et en imaginant qu'est-ce qu'ils vivaient en ce moment. Donc, par contre, en termes de classement, d'ordre de classement, c'est la même chose qu'hier. J'ai juste creusé un écart pour Charlie Dalin, avec Boris Herman toujours très bien placé, à 1h25 après Bureau Valley ou 4 heures après Charlie Dalin. Ensuite, j'avais mentionné que sur les non-foilers, particulièrement ceux qui sont à l'arrière, ma polaire risque d'être un petit peu optimiste.
Et pour le moment, bon, on ne peut pas vraiment le voir. J'ai pas regardé par rapport au classement d'hier. Oui, pour le moment, donc Jean Le Cam a ralenti un petit peu aujourd'hui, a un peu moins bien fait que ma polaire, et donc se retrouve un peu plus tard. Ça influence beaucoup. Ceci dit, pour le moment, lorsque je regarde en compensé, j'ai la même chose, les mêmes colonnes, mais simplement ici j'ai une arrivée compensée et c'est trié par ordre une fois attribué les compensations, les bonus. Et donc nous avons toujours Maître Coq en premier, qui s'en sort très bien et qui est largement devant Boris Herman, qui est encore largement devant, enfin largement, 2 heures. Hein. On n'a jamais vu des écarts aussi faibles, mais à l'échelle où on marche maintenant, des fois on a 10 minutes, donc là on se dit 2 heures, c'est beaucoup. Donc là, l'ordre n'est pas changé. J'ai encore Jean Le Cam en 4e position comme hier. Par contre, l'écart est un peu plus faible, 55 minutes. Et surtout, on va comparer maintenant à ce qu'a fait un professionnel comme routage. Il y a des différences. Voilà le routage de, alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est ça, Johan Richaud. C'est un professionnel, je crois même que c'est un marin du Vendée Globe des fois qu'il a fait. Et on peut regarder quelles sont ses routes. Donc surtout, bon, en termes de classement, c'est la même chose à peu près. En tout cas, en termes d'arrivée ici, c'est la même chose. Donc en scratch, pas de différence. Il affiche d'ailleurs Charlie Dalin arrivant 2 heures plus tôt que ce que j'ai calculé sur mon logiciel, qui est pas le même, hein, utilisant un logiciel professionnel, qui est capable apparemment de calculer à la minute. Moi, c'est aux 5 minutes. C'est possible que Charlie Dalin arrive un peu plus vite. Alors, il n'a pas utilisé le même classement UTC, il a utilisé celui de 18 heures. Enfin 17h UTC, donc 18h française. J'utilise celui de 21h. Donc bon, il y a une petite différence qui peut s'expliquer là-dessus, mais je pense que c'est principalement qu'il n'utilise pas exactement la même polaire pour expliquer les 2 heures de différence. Et ensuite, surtout, si vous regardez les écarts sont beaucoup plus grands que les miens. 3h22 ici, avec le deuxième en scratch, et moi j'ai que 2h30. Ça fait quand même presque 1 heure de différence, c'est pas la même chose. Et puis pareil pour Boris Herman, etc. Et en fait, toute la flotte est plus étalée que ce que moi je calcule. J'ai un peu de mal à le comprendre. Il y a quand même des différences aussi intéressantes en termes de trajectoire. On voit que Charlie Dalin, le calcul qui a été fait par son logiciel, passe très très proche des côtes espagnoles, plus proche avec plus d'empannage. Et moi, il passe quand même pas mal plus haut, sur une courbe plus tendue, je dirais. Bon, après, c'est peut-être dû au simplement le fait que son logiciel calcule aux minutes les incréments, alors que moi, mon logiciel calcule aux 5 minutes. Et comme c'est des conditions qu'ils vont rencontrer ici qui vont être très variables, ça peut suffire à orienter un petit peu la route de manière assez importante sur le sud ou l'ouest, ou le nord, quoi. Ici, plus au sud pour lui. Bon, j'en sais pas, ça reste quand même consistant, je trouve. Le grosse différence en fait pour lui, je trouve, c'est ceux qui sont plus à l'arrière. Il annonce un Jean Le Cam qui arrive presque 27 heures après Charlie Dalin, et moi j'arrive plutôt 24 heures plus tard. Non, pardon, 17 heures, moins de 18 heures plus tard. Ce qui fait une grosse différence et ce qui explique pourquoi lui, il le place plutôt 6e, alors que moi, je le place 4e. Je m'attends à ce que la réalité se situe un peu entre les deux. Tout dépend, on revient à ce qu'on avait dit hier un petit peu, je le rappellerai, tout dépend un peu de ce qu'ils sont capables, de ce que Jean Le Cam est capable de faire. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, de ce que Jean Le Cam est capable de faire avec une mer qui sera beaucoup plus forte et des vents très rafaleux. Est-ce qu'il sera capable de naviguer extrêmement rapidement ou pas? Ça semble difficile et ma polaire ne tient pas compte de ça. Peut-être que la sienne est meilleure et en tient compte. Ceci dit, je ne crois pas une seule seconde qu'il ait accès aux polaires des marins, malgré qu'il soit un professionnel. C'est quelque chose de très secret que chaque équipe va garder pour soi. Donc je ne crois pas qu'il ait accès aux choses personnelles et à être capable de différencier les polaires de chacun. Je voudrais finir sur une petite note. J'ai lu un article d'Yvan Bourgnon qui racontait un peu qu'est-ce qu'il attendait qui expliquait un petit peu ce que les marins vivaient en ce moment. Et je me suis mis à imaginer à leur place, et après 80 jours de mer, avec des bateaux qui sont très fatigués, parfois avec un balcon arraché à l'avant, à l'arrière, des voiles qui manquent, ils sont en train de se battre où chaque manœuvre compte. Hein. Grosso modo, surtout pour les 3 premiers, un empannage raté, une latte cassée, c'est la victoire qui s'échappe, mais un empannage fait au bon moment, une bascule bien prise, une rafale correcte, c'est la chance de pouvoir prendre des milles. La tension doit être vraiment énorme. En même temps, je pense qu'en tant que professionnels, ils sont capables d'être extrêmement concentrés. J'imagine qu'ils dorment très peu.
Et ça m'a beaucoup marqué d'imaginer le contraste avec ce qui va se passer sur les 2 jours qui restent. Personne n'a fait de Vendée Globe encore à ce point-là, où c'était encore ouvert sur les derniers jours. Et c'est unique, il y en a un qui va entrer dans la légende, peut-être 2 si on compte la compensation. Et puis les autres, ils auront fait partie de ce Vendée Globe mythique qui rentrera dans la légende, mais on se souvient surtout du numéro 1 et pas tellement du numéro 2. Tout le monde le sait, donc ça reste incroyable, je trouve. Et puis, je vous recommande de trouver cet article du Vent Bourgnon qui date du 24 janvier. Il était assez formidable. Il m'a fait beaucoup rentrer dans ce monde-là, et en particulier aussi le fait que pour la première fois, lorsqu'ils vont arriver, les marins vont descendre de leur bateau et voir leur bateau de l'extérieur, le voir très endommagé. Et puis j'imagine un peu. Moi, j'ai eu des enfants dans ma voiture. Je m'imagine si j'avais une voiture qui était en location, ce qui n'est pas le cas, je pourrais retourner la voiture et le concessionnaire me regarderait et puis je dirais à Georges Aîné, j'ai des enfants, vous savez, elle est un peu sale. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est genre le concessionnaire regarde disant, mais votre capot est arraché, votre radiateur est à moitié troué, il y a pas une roue qui roule droit. C'est ça. Et puis d'un autre côté, les marins ont peut-être créé une perception de je suis fier bien sûr d'avoir fait ce qu'il a accompli, ça c'est sûr, mais aussi fier d'avoir fait cette réparation et de la regarder de l'extérieur et se dire c'est tout pourri en fait. Donc je pense que ça doit être très contrasté en tant qu'émotion ce qu'ils vont vivre. Et nous sommes spectateurs de quelque chose d'historique, je pense, en tout cas si vous êtes passionné de voile comme moi. Et je suis très heureux d'avoir suivi la course à ce niveau-là. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été très intéressés à suivre ces analyses. Je vous remercie. Et puis, pour finir, je vous laisse une petite note parce que je me suis posé une question. Les marins, nous, on travaille de la maison beaucoup. Moi, je travaille de la maison. Et c'est quoi l'équivalent pour les marins de travailler de la maison en pyjama avec la visio où vous êtes bien habillé en haut? Et je me suis demandé qu'ils n'ont pas de pyjama à bord, mais dans les tropiques, ils ont souvent torse nu. Et je me demande s'il n'y en a pas un qui n'a pas fait une visioconférence tout nu. Et là-dessus, je vous laisse. Laissez-moi en commentaire dessous. C'est qui, à votre avis, qui l'a fait?